Savez-vous ce qui fait plus mal que d'être abandonné? C'est quand votre propre sang vous ferme la porte au nez. Moi, Laura, 67 ans, qui ai consacré ma vie à mes enfants, j'ai dormi hier sous le pont Alexandre III à Paris, tandis que la pluie a lavé mes larmes. Et c'est là, parmi les sans-abri et les touristes pressés, que l'impossible s'est produit. Le froid métallique de la poignée de porte tournait en vain sous mes doigts ridés. 1, 2, 3 essais. Rien. La serrure avait été changée. Devant l'appartement où j'ai vécu 5 ans avec ma fille Isabelle et son mari Thomas, je me tenais désormais comme un étranger. Mon sac en bandoulière ne contenait que l'essentiel, des médicaments contre l'hypertension, une écharpe en laine et les photos usées de mes enfants, Isabelle, qui me refuse désormais l'entrée, et Antoine, mon fils que le destin m'a volé il y a 20 ans aux frontières obscures de l'Europe de l'Est. C'était juste une dispute. À propos d'argent, comme toujours. Thomas pensait que je dépensais trop du peu qu'ils avaient. Que ma pension couvre mes caprices, c'est ainsi qu'il appelait mes médicaments et le petit plaisir d'un café aux Tuileries le dimanche. Mais le vrai problème n'a jamais été l'argent. C'était l'espace. L'espace qu'occupe une vieille femme dans la vie d'un jeune couple. Ce matin-là, je suis sorti juste pour respirer, pour leur donner le silence qu'ils désiraient tant. Le ciel parisien était particulièrement gris, comme si j'anticipais l'orage qui couvait non seulement dans les nuages, mais dans ma vie. J'ai enfilé mon manteau le plus chaud, un cadeau qu'Isabelle m'avait offert il y a 3 Noëls, alors qu'elle souriait encore en me voyant. J'ai mis les pilules pour le cœur dans ma poche et un petit portefeuille avec quelques billets et pièces de monnaie assez pour un café et un croissant. Je serai bientôt de retour, ai-je dit à ma fille, qui a simplement hoché la tête sans quitter l'écran de l'ordinateur sur lequel elle travaillait. Thomas n'était pas chez lui, il était parti plus tôt pour un autre entretien d'embauche qui, comme les précédents, n'aboutirait probablement à rien. Les rues de Paris accueillaient mes palans comme de vieux amis. Je connaissais chaque recoin, chaque vitrine, chaque banc de parc de ce quartier élégant où ma fille tenait à vivre, c'est important pour l'image du cabinet d'avocat, expliquait-elle, même si je savais que le loyer consommait la quasi-totalité de son salaire. J'ai longé les quais de Seine, regardé les bateaux de touristes sillonner les eaux grises, réfléchi aux choix qui m'ont amené là. Dans sa jeunesse passée dans le sud de la France, dans son mariage précipité avec Henri, dans la naissance d'Isabelle, 2 ans plus tard, d'Antoine. Sur les nuits blanches où Henri revenait ivre, sur les bleus que j'avais appris à cacher avec du maquillage et des faux sourires. Dans le courage que j'ai enfin trouvé pour partir avec 2 jeunes enfants et recommencer à Paris. Dans les 2 emplois que j'ai occupés pour les éduquer, dans les repas que j'ai sautés pour qu'ils ne manquent de rien. Je me suis assis sur l'un des bancs du jardin des Tuileries, laissant la brise froide sécher les larmes dont je n'avais même pas remarqué qu'elles coulaient. Un vieil homme nourrissait des pigeons sur le banc voisin. Nos regards se sont croisés brièvement et j'ai vu dans ses yeux fatigués ce qui avait dû refléter dans les miens, la solitude déguisée en indépendance, le poids des années que personne d'autre ne semblait apprécier. Le temps passait trop vite sur ce banc. La prochaine chose que je savais, c'est qu'il était presque 5 heures de l'après-midi et que le ciel s'assombrissait rapidement. Je me suis levé, sentant mes articulations protester, et j'ai commencé à reculer. Un jeune couple est passé devant moi, se tenant la main, riant, partageant un parapluie même s'il ne pleuvait pas encore. Je me souviens d'Isabelle et de Thomas dans leurs premières années, si amoureux, si pleins de projets. Quand la brillance s'est-elle éteinte? Quand suis-je devenu un fardeau au lieu d'une mère? Dans l'ascenseur de l'immeuble, j'ai appuyé machinalement sur le bouton du 4e étage. Une jeune voisine est entrée, regardant discrètement sa montre comme si ma présence retardait sa vie bien remplie. J'ai souri poliment. Elle n'a pas rendu l'appareil. C'est en arrivant devant la porte de l'appartement 402 que mon monde s'est effondré. La clé n'est pas entrée dans la serrure. J'ai regardé le numéro de la porte, confus. Je ne m'étais pas trompé en marchant. J'ai réessayé, en tournant la clé plus fort, comme si la détermination pouvait faire fonctionner ce morceau de métal. C'est alors que j'ai réalisé, la serrure était neuve. Brillant. Différent. J'ai frappé à la porte, d'abord poliment, puis avec un désespoir croissant.
J'ai entendu du mouvement à l'intérieur de l'appartement, le grattage d'une chaise, des pas hésitants. Isabelle? Thomas? C'est moi, ouvre la porte. Silence. Puis, la voix étouffée de ma fille. Maman, c'est mieux comme ça. La voix d'Isabelle semblait lointaine, comme si elle parlait non seulement à travers la porte, mais à travers un gouffre qui s'est creusé entre nous. Thomas t'a trouvé un logement. Une résidence pour personnes âgées à Montmartre. C'est le mieux pour nous tous. Le mot « résidence » m'est tombé comme une pierre dans l'estomac. Je connaissais ces « résidences », j'avais rendu visite à un ami dans l'un de ces endroits il y a des années. Des pièces minuscules, une odeur de désinfectant masquant l'odeur d'urine, des personnes âgées aux yeux vides alignées sur des chaises devant une télévision que personne ne regardait réellement. Ouvre la porte, Isabelle. Il faut qu'on parle. Tu ne peux pas me laisser dans la rue. Vos affaires sont chez le concierge, répondit-elle, la voix brisée. Et il y a assez d'argent pour les premiers mois de résidence. S'il vous plaît, ne compliquez pas les choses. J'ai frappé à la porte jusqu'à ce que mes poings me fassent mal. J'ai supplié. J'ai rappelé à Isabelle comment je lui avais tenu la main lorsqu'elle faisait ses premiers pas dans ce couloir. Comment j'ai vendu mes bijoux de famille pour payer ses frais de scolarité après que son père nous ait abandonnés. Comment j'ai quitté ma ville natale pour l'aider lorsqu'elle est tombée enceinte. S'il te plaît, murmurai-je, le front appuyé contre le bois frais. Je suis ta mère. Le silence fut sa réponse. Puis des pas s'éloignant. Je suis resté là, paralysé par l'incrédulité, jusqu'à ce qu'une porte s'ouvre dans le couloir. Madame Dubois, une voisine âgée comme moi, me regardait avec un mélange de pitié et de gêne. Laura, chérie, ça va? J'ai entendu des voix élevées. Je vais bien, Colette, mentis-je en redressant mes épaules, ravalant mes larmes. La fierté, cette vieille compagne des femmes de ma génération. Juste un petit désaccord familial. Si tu as besoin de quelque chose, proposa-t-elle, ne voulant pas vraiment que j'accepte. Merci. C'est bon. Je suis descendue à la réception. Madame Laurent, la concierge, évitait mon regard en me tendant 2 valises. Tout le résumé de mes 67 années de vie tenait dans ces 2 valises usées. Il y avait aussi une enveloppe. À l'intérieur, 3 000 € en billets et une carte avec l'adresse d'une « résidence senior Les Mimosas » à Montmartre. « Votre gendre vous a laissé ça ce matin », expliqua Madame Laurent, toujours sans me regarder dans les yeux. « Il a dit que tu le ferais, que tu déménagerais aujourd'hui. » L'humiliation brûlait plus que la douleur. Thomas avait tout planifié, exécuté minutieusement sa petite trahison. Et Isabelle l'avait permis. Je suis sorti dans la rue en traînant mes lourdes valises. Le ciel a enfin tenu sa promesse et d'épaisses gouttes de pluie ont commencé à tomber. Je n'ai pas ouvert le parapluie que je transportais dans mon sac. Je laisse la pluie se mêler à mes larmes. Où aller? Il était hors de question de résider à Montmartre. Je n'accepterais pas cette aumône déguisée en soins. Je pensais aux quelques amis que j'avais encore à Paris, mais ils étaient tous dans des situations similaires à l'étroit, dans de petits appartements avec des enfants ou des petits-enfants, ou dans des résidences pour personnes âgées comme celle qui m'attendait. La nuit tombait sur Paris comme un lourd rideau. Je me suis assis sur les marches d'un magasin fermé, serrant mon sac dans mes bras. Les passants se précipitaient, s'abritant de la pluie, détournant le regard. Certains murmuraient dans un français rapide. Personne n'a demandé. Personne n'a proposé de l'aide. Paris, la ville de l'amour, peut être terriblement froide quand on est seul. Au fur et à mesure que l'heure avançait, les établissements fermaient et les lumières des fenêtres s'éteignaient une à une. La pluie, autrefois une légère bruine, s'est transformée en tempête. J'ai cherché refuge sous l'auvent d'un magasin fermé. Les gouttes frappaient l'auvent au-dessus de moi, créant une mélodie lugubre qui berçait mes pensées sombres. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais vraiment nulle part où aller. Mes amis étaient loin, beaucoup étaient déjà partis. Les économies que j'avais économisées pendant des années avaient servi à payer l'appartement d'Isabelle. Les rues étaient désertes,
à l'exception de quelques jeunes hommes ivres qui sortaient des bars et de personnages solitaires qui, comme moi, n'avaient pas d'endroit où se sentir chez eux. Un homme s'est approché et m'a proposé de boire de sa bouteille de vin bon marché. J'ai poliment refusé, serrant le sac contre ma poitrine. Il haussa les épaules et continua son chemin, titubant sous la pluie. J'ai essayé de m'installer dans ce petit espace protégé, en utilisant l'une des valises comme siège improvisé. Le sommeil ne viendrait pas, je le savais, mais j'avais besoin de reposer mes jambes douloureuses. J'ai fermé les yeux un instant et des images d'Antoine m'ont envahi l'esprit, son sourire à 6 ans quand il a acheté son premier vélo, son visage déterminé alors qu'il partait avec son sac à dos sur le dos, promettant d'envoyer régulièrement des nouvelles. Des nouvelles qui ne sont jamais arrivées. Avec le ciel complètement sombre et la pluie qui s'épaississait, il était impossible de rester à cet endroit. L'eau a commencé à envahir mon abri improvisé. Je me suis levé, j'ai démissionné et j'ai recommencé à traîner mes sacs dans les rues mouillées. Chaque pas était un effort monumental à cause du poids des bagages, des douleurs dans les articulations, de la fatigue de l'âme. C'est alors que j'ai aperçu la silhouette majestueuse du pont Alexandre III, illuminé sur le ciel nocturne de Paris. Ses lampes dorées créaient un reflet vacillant sur les eaux agitées de la Seine. Quelque chose m'y a attiré, peut-être le souvenir de jours plus heureux, où je m'y promenais avec Antoine et Isabelle étant enfants, leur expliquant l'histoire de ce pont qui reliait les deux rives de la ville. Sous la structure imposante du pont, j'ai trouvé un espace relativement sec. D'autres sans-abri avaient déjà revendiqué les meilleurs coins, les plus protégés du vent et de la pluie. Un homme âgé m'a regardé avec méfiance alors que je m'approchais, mais a rapidement tourné son attention vers le petit feu de fortune qu'il essayait d'entretenir. Je me suis installé dans un coin, entre cartons mouillés et odeur d'urine. J'ai ouvert une des valises, à la recherche de quelque chose que je pourrais utiliser comme couverture. J'ai retrouvé un vieux châle qu'Isabelle m'avait offert il y a des années. Je me blottis contre lui, essayant d'ignorer l'humidité qui l'imprégnait déjà. C'est alors que j'ai remarqué une silhouette qui s'approchait lentement le long de la berge de la rivière. Un homme de taille moyenne, à la barbe grise, aux vêtements usés mais propres. Il marchait d'un pas déterminé, comme quelqu'un qui connaît bien le chemin. Alors qu'il passait sous l'une des lumières du pont, son visage fut brièvement visible. Et c'est là, blotti contre le vent, que j'ai vu ce visage familier. Ses yeux, même dans la pénombre, je les reconnaîtrais n'importe où dans le monde. 20 ans n'ont pas suffi pour effacer ce regard de ma mémoire, les mêmes yeux que son père, les mêmes yeux qui me regardaient maintenant avec un mélange de choc et d'incrédulité. Mère? La voix, bien que plus rauque et plus grave, était toujours la sienne. Antoine? Et si je vous disais que lorsque tout semble perdu, le miracle que vous attendez depuis des décennies peut apparaître aux heures les plus sombres? Continuez à regarder pour découvrir comment mon fils perdu est revenu vers moi la nuit où j'ai perdu tout le reste. Le souffle se figea dans ma poitrine alors que cette silhouette approchait. 20 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois que j'avais vu mon fils Antoine, lorsqu'il partait avec son sac à dos explorer l'Europe de l'Est. 20 longues années d'appels aux ambassades, de publicité dans les journaux internationaux, de nuits blanches à imaginer les pires scénarios. Mère? La voix était plus rauque, plus grave, mais c'était toujours la sienne. J'ai essayé de me relever, mais mes jambes ont cédé. Ça ne pouvait pas être mon Antoine. Pas là, pas alors, pas comme ça. L'âge et le désespoir ont dû me jouer des tours. Ou peut-être que j'étais mort de froid sous ce pont et que c'était une sorte d'hallucination finale. Antoine? Murmurai-je, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il pourrait éclater dans ma poitrine vieillissante. Il s'est agenouillé devant moi. Son visage, désormais éclairé par les phares d'une voiture passant sur le pont au-dessus, présentait des cicatrices qui n'existaient pas auparavant. De profondes rides marquaient le contour de ses yeux. Sa barbe était ébouriffée, ses cheveux sales et longs. Mais c'était lui. Mon fils. Comment m'as-tu trouvé? Il a ri. Un rire amer et brisé. Je ne t'ai pas trouvé, maman. Tu m'as trouvé. C'est ma maison depuis presque 1 an.
Le temps a semblé s'être figé alors que la réalité de ces mots m'a frappé. Mon fils, que j'avais cherché dans des pays lointains, pour qui j'avais pleuré des nuits entières, vivait sans abri à Paris. À quelques kilomètres de chez moi avec Isabelle. Antoine explique, entre sanglots et longues pauses, comment son aventure à travers l'Europe de l'Est a tourné au cauchemar. Volé en Roumanie, injustement emprisonné en Ukraine pour un crime qu'il n'a pas commis, expulsé sans papier. Des années de travail précaire, de toxicomanie pour endurer le froid et la solitude, de tentatives frustrées pour recommencer. J'ai essayé de revenir plusieurs fois, a-t-il avoué en tenant mes mains ridées dans ses mains rugueuses. Mais comment ai-je pu apparaître comme ça? Comme un raté, un toxicomane, un rien? Tu es mon fils, répondis-je, des larmes chaudes contrastant avec la fraîcheur de la nuit parisienne. Tu ne pourras jamais être quelque chose pour moi. Nous avons partagé le petit espace sec sous le pont. Antoine m'a offert sa couverture la moins déchirée. Il a partagé avec moi le morceau de pain qu'il avait reçu ce jour-là. Au milieu d'une pauvreté absolue, j'ai retrouvé la richesse que je pensais avoir perdue à jamais. Au petit matin, alors que la pluie s'est enfin calmée, Antoine m'a raconté sa vie dans les rues de Paris. Des autres sans-abri qui formaient une communauté solidaire, du curé de l'église Saint-Germain-des-Prés qui lui ouvrait les portes les nuits les plus froides, de l'assistante sociale qui tentait de le convaincre de se faire soigner pour son addiction. Je n'ai jamais oublié ton anniversaire, dit-il, me surprenant. Tous les 15 mars, j'achetais un petit gâteau et je te chantais « Joyeux anniversaire », seul, au bord de la Seine. Alors que le ciel sombre commençait à s'éclaircir sur Paris, j'ai réalisé la cruelle ironie du sort. Pendant des années, j'ai cherché mon fils perdu dans des pays lointains alors qu'il était si proche. Et maintenant, quand ma fille m'a chassé de la maison, le hasard m'a conduit directement vers lui. Il faut qu'on aille à l'appartement d'Isabelle, dit-il à Antoine alors que les premiers rayons du soleil effleuraient la surface de la Seine. Elle a besoin de savoir que tu es en vie. Antoine hésita, passa la main dans ses cheveux emmêlés. Elle ne voudra pas me voir comme ça, maman. Personne ne veut me voir comme ça. Je le veux, répondis-je fermement. Et si elle est vraiment ma fille, elle le voudra aussi. Le soleil était déjà haut lorsque nous arrivâmes devant l'élégant immeuble de la rue de Rivoli où habitait Isabelle. La façade Art Nouveau, avec ses balcons en fer forgé et ses détails ornés, contrastait brutalement avec la nuit que nous avions passée sous le pont. Antoine semblait plus nerveux à chaque pas, ses mains tremblaient légèrement, signe de repli qu'il m'avait expliqué lors de notre promenade. Ses yeux inquiets alternaient entre les piétons bien habillés qui nous regardaient avec méfiance et les vitrines brillantes des magasins huppés du quartier. « Je n'appartiens plus à ce monde, maman », murmura-t-il alors que nous attendions de traverser une rue. « Regarde-moi. Regarde-les. » C'était vrai. Ses jeans délavés et déchirés, sa veste tachée, ses chaussures usées racontaient sa vie dans la rue. Mon apparence n'était guère meilleure après la nuit passée dehors. J'ai senti les regards critiques des passants, j'ai entendu les murmures alors que nous nous éloignions. En chemin, nous nous sommes arrêtés aux toilettes publiques, où Antoine a essayé de se nettoyer du mieux qu'il pouvait. Je l'ai regardé se laver le visage à plusieurs reprises, comme s'il essayait non seulement d'enlever la saleté mais aussi d'effacer les années de souffrance inscrites dans chaque ride prématurée. Il se peigna les cheveux avec ses doigts et les attacha en une queue de cheval de fortune. Il redressa le col de sa chemise et redressa ses épaules. Des petits gestes de dignité qui m'ont fait ravaler mes larmes. « Tu es toujours beau », lui dit-il, redressant sa veste avec ce geste maternel automatique qui ne désapprend jamais. Il sourit un sourire triste et incrédule. Dans ses yeux, je voyais le garçon qui gagnait des prix scientifiques à l'école, qui rêvait de devenir architecte, qui dessinait des bâtiments fantastiques dans les coins de ses cahiers. « Ce n'est peut-être pas une bonne idée », dit Antoine pour la 3e fois alors que nous entrions dans l'ascenseur en miroir de l'immeuble d'Isabelle. Le portier avait tenté de nous arrêter, mais j'ai mentionné le nom de ma fille, à contre-cœur, il nous a laissé passer, mais non sans avoir passé un coup de fil au préalable pour la prévenir, imaginais-je. « C'est ta sœur, répondis-je, essayant de paraître plus confiant que je ne le ressentais. Le sang est du sang.
Mais les mots semblaient creux après ce qui s'était passé la nuit précédente. Le sang n'a pas empêché Isabelle de me laisser à la rue. L'ascenseur nous a emmenés au 6e étage. Le couloir était large, avec un tapis rouge étouffant nos pas, des tableaux de peintres contemporains sur les murs, l'arôme discret d'un parfumeur d'ambiance coûteux. Un monde complètement différent de celui sous le pont, même s'il n'était séparé que de quelques kilomètres. La sonnerie de la sonnette résonna à travers la porte. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'Antoine l'entendait. Mesure. La porte s'ouvrit et voilà Isabelle, habillée pour le travail dans son élégant costume gris, ses cheveux parfaitement coiffés en chignon professionnel. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il me vit, un mélange de surprise et de culpabilité qui fit bientôt place au choc absolu lorsque son regard tomba sur l'homme à côté de moi. Pendant un instant, le temps parut s'arrêter. Isabelle pâlit, sa main agrippant le chambranle de la porte comme si elle avait besoin d'un appui pour ne pas tomber. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit au départ. Puis, presque à voix basse. « Mon Dieu ! Antoine ?» Le silence qui suivit fut épais comme du brouillard. Antoine semblait également incapable de parler, les yeux fixés sur la sœur qu'il n'avait pas vue depuis 2 décennies, observant chaque détail de son visage, cherchant la jeune fille de 12 ans dans la femme de 32 ans qui se tenait maintenant devant lui. Derrière elle, Thomas apparut, déconcerté par le tumulte. Grand, blond, d'une beauté froide qui vieillit bien, habillé impeccablement même à la maison. Ses yeux se rétrécirent lorsqu'il nous vit. « Qui est cet homme, Isabelle ?» demanda Thomas, son ton immédiatement défensif, une main posée sur son épaule comme pour la protéger. « Pourquoi est-il avec ta mère ?»« C'est mon frère, » répondit faiblement Isabelle, sans quitter Antoine des yeux. « Mon frère disparut il y a 20 ans. » Thomas regarda tour à tour Antoine, moi, puis Isabelle, essayant de traiter l'information. La méfiance dans ses yeux était évidente. Pour lui, nous étions des intrus, moi, la belle-mère indésirable qui avait réussi à s'échapper, et maintenant cet étranger en haillons qui prétendait être le frère perdu de vue de sa femme. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-il finalement, la voix pleine de scepticisme. « Tu n'as pas dit qu'il était mort ?» Nous pensions que c'était le cas, murmurai-je, mes mains tremblant d'émotion. Toutes ces années. Nous avons été invités non pas par affection, ai-je réalisé, mais par peur du scandale. Que penseraient les voisins élégants en voyant cette scène dans le couloir? La matriarche échevelée et un homme à l'air mendiant face au jeune couple à succès. L'appartement était exactement comme je l'avais laissé la veille. Mon tricot reposait toujours sur le canapé. Mon livre était toujours marqué à la page 73. La tasse de thé que j'avais utilisée ce matin-là était toujours sur la table basse. C'était comme si le temps s'était figé, sauf que tout avait changé de manière irrévocable. Les immenses fenêtres laissent entrer la lumière dorée du matin parisien, illuminant les parquets cirés, le mobilier contemporain soigneusement choisi, l'art abstrait sur les murs. Une maison parfaite, un décor de magazine de décoration. J'ai regardé Antoine regarder autour de lui, notant les détails de cet appartement qui pourrait payer un loyer à des dizaines de personnes comme lui pendant des mois. Thomas servait du café, plus par habitude sociale que par hospitalité. Je voyais ses yeux ne quitter jamais Antoine une seconde, comme s'il avait peur qu'il vole les objets en argent ou la statuette de Rodin sur la console. Nous sommes assis dans le salon, un silence gênant pèse sur nous. « Où étais-tu pendant tout ce temps ?» demanda finalement Isabelle, brisant le silence oppressant. Sa voix tremblait légèrement, mais il avait retrouvé un peu de son sang-froid professionnel. Dans ses yeux, j'ai vu un mélange d'émotions contradictoires, la joie que son frère soit en vie, la peur de ce que représentait sa présence, la culpabilité pour ce qu'il avait fait à sa mère. Antoine but une gorgée de café, comme s'il cherchait du courage dans le liquide amer. Puis il recommença à raconter son histoire. Le voyage à travers l'Europe de l'Est qui ne devait durer que 3 mois. Le vol de vos documents et de votre argent en Roumanie. La tentative désespérée de travailler illégalement pour économiser de l'argent et revenir. Emprisonnement injuste en Ukraine,
accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, sans papier, sans droit à un appel téléphonique, sans possibilité de prouver son identité. J'ai été en prison pendant près de 5 ans, a-t-il expliqué, la voix brisée par l'émotion. Lorsque j'ai finalement réussi à prouver mon innocence et à être libéré, j'ai été complètement détruit. Pas de documents, pas d'argent, aucune confiance dans les personnes ou les institutions. Il a parlé des années suivantes, errant à travers l'Europe de l'Est, effectuant un travail précaire et souvent illégal. Comment l'alcool est devenu son refuge, puis son geôlier. Sur la façon dont il est revenu en France, un homme différent, brisé, accro, incapable de renouer avec son passé. Je t'ai cherché, dit-il en regardant tour à tour Isabelle et moi. Mais l'appartement où nous vivions avait été vendu. Personne ne savait où nous étions allés. Et plus le temps passait, plus il devenait difficile de revenir. Sa voix s'est brisée à plusieurs reprises au cours de l'histoire. J'ai remarqué qu'il omettait les détails les plus sordides, les mêmes qu'il m'avait partagés la veille au soir sous le pont, les abris infestés de poux, les nuits passées sur les bancs du parc dans le rue d'hiver, les journées sans manger, les gens qui profitaient de sa situation vulnérable. J'ai regardé le visage de ma fille pendant qu'elle écoutait. J'ai vu l'incrédulité céder la place à la compassion, puis le plus douloureusement au calcul. Elle réfléchissait à l'impact que cela aurait sur sa vie soigneusement construite. Son frère vagabond et sa mère âgée, tous deux potentiellement dépendants d'elle désormais. Une équation sociale complexe. Thomas écoutait avec une expression impénétrable, mais ses doigts tambourinaient sur la table, révélant son impatience. Quand Antoine eut terminé son rapport, il fut le premier à prendre la parole. « Pourquoi es-tu venu ici aujourd'hui ?» Thomas l'interrompit brusquement. « Est-ce que c'est de l'argent que tu veux ?» Thomas, s'exclama Isabelle, mais sans grande conviction. Le doute planait aussi dans ses yeux. « C'est une question valable, insista-t-il en se penchant en avant sur le canapé. Tu apparais comme ça, sorti de nulle part, avec cette histoire cinématographique. Le frère perdu qui réapparaît, la mère qui dormait dans la rue. Que attends-tu de nous, exactement ? J'ai senti le sang me monter au visage. La colère contenue toute la nuit précédente, lors de la promenade, lors du récit d'Antoine, finit par déborder. Nous sommes venus parce que nous sommes une famille, répondis-je, ma voix plus ferme que je ne le ressentais. Ou du moins nous l'étions. Nous ne sommes pas venus demander de l'argent, Thomas. Je suis venu pour montrer à mon fils qu'il a encore une sœur. Je suis venu parce que, malgré ce que tu as fait hier, Isabelle a besoin de savoir que son frère est vivant. Famille ? Thomas rit amèrement. La famille n'est-elle pas simplement un concept pratique lorsque vous avez besoin de quelque chose ? Vous n'êtes plus une « famille » depuis 20 ans. En quoi est-il pratique de changer une serrure quand on veut se débarrasser de quelqu'un ? Répondis-je, incapable de contenir l'amertume de ma voix. Le visage d'Isabelle se tordit de culpabilité en entendant mes paroles. Thomas, en revanche, n'a montré aucun remords. C'était nécessaire, dit-il froidement. Vous savez que nous ne pouvons plus vous accompagner. La résidence à Montmartre est un lieu tout à fait adapté. Adapté pour oublier ? Pour faire comme si je n'existais pas ? Antoine se releva brusquement, interrompant notre discussion. Son visage était pâle, ses mains tremblaient plus visiblement maintenant. Je n'aurais pas dû venir. C'était une erreur. Non, Isabelle se leva également, les larmes lui montant enfin aux yeux. Ne pars pas, s'il te plaît. Je pensais, que nous pensions tous que tu étais mort, Antoine. Peut-être que ce serait mieux si je le faisais, répondit-il, la douleur évidente dans sa voix. Au moins, tu aurais une mémoire claire, pas ça. Il fit un geste vers lui-même, vers ses vêtements usés, vers ses bras marqués de vieilles cicatrices d'aiguilles. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. La porte de la chambre s'est ouverte et une fillette d'environ 6 ans est apparue, se frottant les yeux endormie. Elle portait un pyjama licorne et portait un lapin en peluche usé par l'amour. Ses cheveux noirs, identiques à ceux d'Antoine enfant, étaient ébouriffés par le sommeil. « Maman ?»
Qui sont ces gens? Un silence absolu tomba sur la pièce. Antoine était paralysé lorsqu'il a vu l'enfant. Ses yeux se remplirent de larmes qu'il ne put retenir. J'ai vu en lui le choc de réaliser que non seulement sa sœur avait évolué, mais qu'elle avait créé une nouvelle génération, une nièce dont il ignorait même l'existence. Voici ta grand-mère Laura, Amélie, dit Isabelle avec hésitation en me faisant un geste. Puis, la voix brisée, et ça, c'est ton oncle Antoine. Oncle? La petite Amélie répétait le mot, le testait, comme s'il s'agissait d'un concept nouveau et intrigant. Elle me regarda, puis Antoine, avec cette curiosité intrépide que seuls les enfants possèdent. Sans hésitation, sans jugement, sans les filtres sociaux qui nous apprennent à craindre la différence. N'ayant pas peur de ses vêtements usés ou de son apparence fatiguée, elle s'est approchée de lui. « Es-tu l'homme sur la photo? Celui sur le bateau ?» Antoine regarda confusément Isabelle, qui expliqua d'une voix étranglée. « J'ai une photo de toi dans ma chambre. Quand nous étions enfants, pêchant dans le sud avec papa. J'ai toujours parlé à Amélie de l'oncle aventureux qui parcourait le monde. La révélation a frappé tout le monde comme une vague. Alors que Thomas et moi pensions qu'Isabelle avait enterré la mémoire d'Antoine, elle avait gardé son frère en vie grâce à des histoires à sa fille. Pendant que je le cherchais dans les agences de recherche de personnes disparues, elle le cherchait à sa manière préservant sa mémoire, faisant de lui un héros pour Amélie. C'est ce petit geste le fait qu'Isabelle ait gardé vivant le souvenir de son frère pour sa fille qui a brisé quelque chose en chacun de nous. Une barrière invisible qui séparait le passé du présent, la douleur de l'espoir. Antoine tomba à genoux, atteignant la même taille qu'Amélie, sanglotant maintenant ouvertement. La jeune fille, confuse mais intuitivement compatissante comme seuls les enfants peuvent l'être, tendit sa petite main et toucha le visage de son oncle, essuyant une larme. « Pourquoi pleures-tu, mon oncle? Es-tu triste? » « Non, mon petit, » répondit-il, la voix brisée par l'émotion. « Je suis heureux. Tellement heureux de vous rencontrer. » Isabelle courut les serrer dans ses bras, ses propres larmes se mêlant à celles d'Antoine. J'ai vu ma fille accueillir son frère comme si les 20 années de séparation n'étaient qu'un instant, comme s'il n'était jamais parti. Thomas restait à l'écart, spectateur mal à l'aise sur la scène de la réconciliation. Ses yeux rencontrèrent les miens pendant un bref instant, et je vis en eux non seulement de la froideur, mais aussi de la peur. Peur que sa vie organisée, son foyer parfaitement contrôlé, son mariage apparemment idéal, soit sur le point d'être envahi par le chaos qu'il redoutait tant. Amélie, avec la clarté impitoyable des enfants, regarda son père et demanda. « Papa, pourquoi oncle Antoine et grand-mère sont-ils si sales? Ils peuvent prendre une douche ici ?» La question innocente restait en suspens comme une accusation. Thomas déglutit, visiblement mal à l'aise. Isabelle regarda son mari, un défi silencieux dans ses yeux rouges de larmes. « Bien sûr que tu peux, » répondit finalement Thomas, la voix tendue. « Votre grand-mère et votre oncle peuvent nettoyer ici. » Le mot « propre » portait un poids de jugement qui n'est pas passé inaperçu. Mais à ce moment-là, aucun de nous n'avait l'énergie nécessaire pour d'autres confrontations. L'épuisement physique et émotionnel de la nuit précédente, combiné à l'intensité de ces retrouvailles, nous avait épuisés. Isabelle a montré à Antoine les toilettes des invités, lui a donné des vêtements frais de la part de Thomas, qui n'en était visiblement pas content, et lui a promis qu'ils en reparleraient plus tard. Elle m'a proposé ma propre chambre, la même qui avait été fermée à clé pour moi la veille. Pendant que je me baignais, permettant à l'eau chaude d'éliminer non seulement la saleté physique de la nuit sous le pont, mais aussi une partie de l'humiliation et de la douleur, j'ai réfléchi au rebondissement que la vie peut prendre en seulement 24 heures. Comment j'avais perdu ma maison et retrouvé mon fils perdu. Comment Isabelle avait essayé de me repousser et était maintenant obligée de confronter non seulement ses choix récents, mais aussi 20 ans d'histoires inédites. En sortant de la douche, j'ai entendu des voix excitées dans la pièce. Thomas et Isabelle se disputèrent à voix basse mais intense. Je m'approchai silencieusement de la porte entr'ouverte. On ne peut pas se contenter d'accueillir un clochard alcoolique, dit Thomas, des gestes nerveux ponctuant ses propos.
Vous avez vu comment il va. Qui sait ce qu'il a fait toutes ces années? Drogue, crime. C'est mon frère, répondit Isabelle, la voix tremblante mais déterminée. Mon seul frère que je pensais mort depuis 2 décennies. Et il a besoin d'aide, Thomas. Notre aide. Et ta mère? Est-ce qu'on la ramène aussi? Après tous les efforts que j'ai eus pour lui trouver une place? Tu sais qu'on ne peut plus se le permettre. Nous pourrions le faire si tu n'avais pas perdu ton emploi. La voix d'Isabelle s'éleva, des années de frustration refoulées trouvant enfin leur libération. Si tu ne m'avais pas caché pendant des mois que tu étais au chômage et que tu dépensais nos économies dans des investissements ratés. Thomas resta silencieux un moment, puis, d'une voix dangereusement calme. Je vois. Alors maintenant, c'est ma faute. Et ta solution est de nous apporter 2 bouches supplémentaires à nourrir? Un drogué des rues et une vieille femme inutile? Génial, Isabelle. Le bruit d'une gifle résonna dans l'appartement. Puis plus de silence. Plus jamais, dit Isabelle, chaque mot comme une pierre, parle comme celui de ma mère ou de mon frère. Plus jamais, Thomas. Je me retirai silencieusement, le cœur lourd sous le poids des révélations. Le chômage de Thomas. Des investissements ratés. Les mensonges. Les pièces du puzzle se sont finalement mises en place, son hostilité croissante à mon égard, la dispute à propos de l'argent, le changement des serrures. Je suis retourné dans la pièce, les pensées tourbillonnant dans mon esprit. Quand Antoine a frappé à ma porte quelques minutes plus tard, lui aussi s'est transformé, propre, rasé, portant des vêtements qui n'étaient évidemment pas les siens, mais qui lui ont redonné un peu de dignité. « Maman », dit-il en s'asseyant sur le bord de mon lit. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Dans les semaines qui ont suivi nos retrouvailles, la vie a changé d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Je ne suis pas retourné vivre dans l'appartement d'Isabelle et Thomas. Certaines blessures sont trop profondes pour être guéries par les seules excuses, et certains mots, une fois prononcés, ne peuvent être retirés. Antoine a été admis dans une clinique de rééducation de la banlieue parisienne. Isabelle, dans un rare moment de défi envers Thomas, a insisté pour payer le traitement. Je l'ai accompagné lors de visites hebdomadaires, observant mon fils retrouver progressivement non seulement sa santé, mais aussi sa dignité. Saviez-vous, me racontait Isabelle lors d'un de ses voyages de retour de la clinique, que j'ai cherché Antoine pendant des années? J'ai engagé des détectives privés, j'ai contacté les ambassades. Toujours sans vous le dire, parce que je ne voulais pas vous donner de faux espoirs. J'ai regardé par la fenêtre de la voiture, regardant la campagne française défiler. Tant de secrets, tant de vies parallèles que nous menons, même si nous vivons sous le même toit. Et saviez-vous, répondis-je après un long silence, que j'ai fait la même chose? Chaque centime que j'ai économisé est allé aux agences de personnes disparues. Nous avons ri de l'absurdité de la situation, un rire amer qui s'est vite transformé en larmes silencieuses qu'aucun de nous n'a essayé de cacher. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tes problèmes financiers? J'ai fini par poser la question qui me tourmentait depuis cette nuit sous le pont. Isabelle gardait les yeux fixés sur la route, mais je vis ses mains se serrer sur le volant. La fierté, je suppose. Et la honte. Thomas a perdu son emploi il y a 8 mois. Les dettes s'accumulaient. Il est différent depuis. Plus amer, plus contrôlant. Les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place. Le comportement étrange de Thomas, son hostilité croissante à mon égard, la dispute d'argent qui a conduit au changement des serrures. Pourquoi ne m'as-tu pas arrêté? Ai-je demandé, la douleur de la trahison encore fraîche. Parce que je suis une lâche, répondit-elle simplement. Parce qu'il était plus facile de lui permettre de diriger sa frustration contre toi plutôt que d'affronter la vérité sur notre mariage. Cette même nuit, Isabelle confronte Thomas. Je n'ai pas été témoin de la bagarre, car j'habitais dans un petit appartement que j'avais loué avec une partie de ma pension. Mais le lendemain, elle s'est présentée à ma porte avec Amélie et 2 valises. C'est fini, fut tout ce qu'il dit avant de s'effondrer en larmes dans mes bras. Le petit appartement d'une chambre est soudain devenu la maison de 3 générations de femmes.
nous avons transformé le salon en chambre pour Isabelle et Amélie. C'était exigu, chaotique et en quelque sorte parfait. Thomas a essayé de faire marche arrière, jurant de changer, implorant une autre chance. Mais quelque chose s'était brisé de manière irrévocable cette nuit-là où il avait verrouillé la porte au nez de sa belle-mère. Certaines actions révèlent le caractère d'une manière à laquelle les mots ne pourront jamais remédier. 3 mois plus tard, Antoine quitte la clinique. Mince, mais avec des yeux clairs et une présence ferme. Il trouve du travail comme aide dans une boulangerie traditionnelle du quartier du Marais, dont le propriétaire, un homme au cœur généreux, ne se soucie pas de son passé trouble. Nous avons économisé chaque centime, et 6 mois après le jour fatidique où je me suis retrouvé sans abri, nous avons réussi à louer un appartement plus grand à Belleville, un quartier coloré et multiculturel, loin de l'opulence de la rue de Rivoli, mais vibrant de vie et d'authenticité. Aujourd'hui, 1 an plus tard, notre vie a trouvé un nouveau rythme. Antoine partage son temps entre la boulangerie, où il a déjà été promu assistant pâtissier, et les cours de gastronomie du soir. Isabelle reprend ses études de droit, interrompues lorsqu'elle tombe enceinte d'Amélie. Je m'occupe de ma petite fille après l'école, j'aide à organiser notre modeste foyer et les mardis et jeudis, je fais du bénévolat dans un refuge pour sans-abri dont beaucoup ont des histoires pas si différentes de celles d'Antoine. Thomas rend visite occasionnellement à Amélie. Il est différent maintenant, plus humble, peut-être, après avoir vécu sa propre chute. Il a été de nouveau licencié, a vendu son luxueux appartement et a déménagé dans une banlieue. La vie a de curieuses façons d'aplanir nos différences. Parfois, les soirs d'été, nous sommes assis tous les 4, Antoine, Isabelle, Amélie et moi, sur le petit balcon de notre appartement. Nous avons regardé le ciel étoilé de Paris, partagé des histoires, des souvenirs, des projets pour l'avenir. Et puis je réalise la leçon la plus précieuse que j'ai apprise tout au long de ce voyage. La famille n'est pas un refuge garanti. Ce n'est pas un lien incassable par définition. La famille est un choix quotidien. Il s'agit de construire des ponts alors qu'il serait plus facile de construire des murs. C'est voir au-delà des cicatrices, des défauts, des erreurs. On pardonne non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que nous méritons tous la chance de recommencer. Cette nuit-là, sous le pont Alexandre III, j'ai perdu un toit au-dessus de ma tête, mais j'ai retrouvé mon fils. J'ai perdu des certitudes, mais j'ai gagné des vérités. Et j'ai découvert que parfois il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. La prochaine fois que vous croiserez une personne sans abri, rappelez-vous, cela pourrait être votre fils, votre mère, votre frère. Parce qu'en fin de compte, nous ne sommes qu'à un verrou de découvrir à quel point la sécurité que nous pensons avoir est fragile. Avez-vous également été abandonné par quelqu'un qui a juré de vous aimer jusqu'au bout? Avez-vous déjà dormi le cœur brisé, avec le sentiment qu'à 60, 70 ans, votre vie semblait finie? Je m'appelle Laura, j'ai 67 ans et je viens de partager avec vous comment ma propre fille a changé les serrures de la maison, me laissant dans la rue. Comment j'ai dormi sous un pont à Paris, et, par un miracle qui m'émeut encore, j'ai retrouvé mon fils perdu depuis 20 ans. Je sais que je ne suis pas seule dans cette douleur. Combien d'entre vous, mes très chers, ont également été considérés comme un fardeau par leurs propres enfants? Combien ont senti la solitude déchirer leur âme lorsque ceux qui étaient censés prendre soin de vous leur tournaient le dos? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Qu'avez-vous ressenti en m'entendant? Avez-vous également vécu l'abandon? Avez-vous également retrouvé quelqu'un que vous pensiez avoir perdu pour toujours? Je veux savoir, je veux que nous sachions que nous ne sommes pas seuls. Et s'il vous plaît, du fond du cœur de mère qui a déjà tout perdu et tout trouvé dans cette vie, abonnez-vous à cette chaîne. C'est un petit geste pour vous, mais pour moi, cela signifie pouvoir continuer à partager des histoires qui nous rappellent que même à 60, 70, 80 ans, on a encore de la valeur. Nous méritons toujours le respect. On peut encore recommencer. Appuyez sur ce bouton d'abonnement. Faites cela pour nous tous qui avons déjà été oubliés ou abandonnés. Ensemble, notre voix devient plus forte. Je lirai chacun de vos commentaires. N'ayez pas peur de vous ouvrir.
Cette communauté comprend votre douleur et votre espoir. Avec amour, Laura.